Alors, bonjour tout le monde. Donc, oui, je vais vous parler du projet qui s'intitule Marche du cancer. C'est un projet donc que je fais en collaboration avec des collègues dans 5 provinces différentes au Canada et aussi une chercheure qui est avec moi à l'Institut Simone de Beauvoir, Louisa Molino, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, l'étude a été faite avec le soutien financier des instituts de recherche en santé du Canada. Donc, brièvement, le contexte du projet. Les études canadiennes, présentement, parlent de disparités assez importantes au plan de la santé et aussi au plan des connaissances en matière de cancer. Disparités, donc, surtout qui désavantagent les personnes qui appartiennent aux minorités culturelles. Il y a un besoin important d'accès à des connaissances que je dirais, entre guillemets, culturellement appropriées en cancer, et notamment en cancer du sein et en cancer gynécologique. Les lacunes en recherche sont telles que présentement, on aurait besoin de plus d'informations sur le type de connaissances qui sont à la base des décisions que doivent prendre les personnes quand vient le temps d'avoir une chirurgie, des traitements, etc. Et donc, on parle toujours ici des personnes appartenant aux minorités sexuelles. Donc, dans ce contexte, nous avons décidé de faire cette étude sur les marges du cancer et nous avons un certain nombre d'objectifs. L'étude se fait surtout en anglais, évidemment, avec les collègues des autres provinces étant des collègues anglophones. Et on fait un jeu de mots en anglais que l'étude n'est pas pour not to cure cancer, but to queer cancer. Alors, j'ai essayé de trouver l'équivalent en français. C'est un mauvais jeu de mots, je m'en excuse. Mais en tout cas, non pas guérir le cancer, mais bien queerir le cancer. Alors, ça va être ma contribution à la bâtardisation de cette langue française. Nous, les Québécois, on n'est pas si experts là-dedans. Donc, investiguer quelles connaissances sont à la base des décisions liées au cancer. Donc, c'est un autre objectif. Un troisième, c'est analyser les relations entre les expressions de genre, les expressions de sexualité, qui est le mot qu'on utilise habituellement au lieu d'orientation sexuelle, et les expériences liées au cancer, notamment dans le cas de notre étude, le cancer du sein et le cancer gynécologique. Et évidemment, l'objectif ultime, c'est de co-construire avec nos participantes et participants de nouveaux savoirs à partir de récits queer. En termes de considérations théoriques et méthodologiques, je vais passer rapidement parce qu'on a une maîtresse de cérémonie un peu sévère, là. Alors... Non, mais absolument pas, on est en retard 10 minutes. Déjà. Mais c'est pas ma faute. Donc, ce qu'on utilise en anglais, encore une fois, une mauvaise traduction peut-être, mais je dirais en français analyse GPS, donc généalogique, phénoménologique, schématisée, donc qui est guidée par les études post-structuralistes et qui fait fi du binaire théorie-pratique. Et cette forme d'analyse GPS s'intéresse donc à deux trajectoires qui sont en intersection. Une première qui est les articulations généalogiques des champs de savoir, donc comment le corps est historiquement marqué par les disciplines et par les technologies disciplinaires. Et deuxièmement, les récits phénoménologiques des expériences vécues des participantes. Donc, nous avons recruté des participantes lesbiennes, bisexuelles ou queer, et ainsi que des personnes trans. Simplement ici, vous avez l'idée d'une petite carte postale que nous avons utilisée pour faire le recrutement. Et donc, nous avons réussi à obtenir la participation de personnes dans 5 provinces canadiennes. En tout, 91 personnes donc, ont participé à l'étude, 70 sont des personnes avec un cancer et 21 personnes étaient des membres de leur réseau de soutien parce que nous étions aussi intéressés à savoir comment véhiculer les connaissances et les savoirs dans ces réseaux. Donc, nous en sommes toujours au premier pas de cette étude. Présentement, nous mettons en schéma les champs de savoir, c'est-à-dire les écrits qui nous proviennent des secteurs académiques, les secteurs privés, les secteurs institutionnels, par exemple, comme les hôpitaux, les cliniques, et les secteurs gouvernementaux.
Donc, c'est une espèce de cartographie. Je vais voiler le champ d'Axel. Une espèce de cartographie de ce qui se passe au plan des savoirs de ces différents milieux. Et dans un deuxième temps aussi, analyser les récits phénoménologiques et débuter la co-construction des nouveaux savoirs. Donc, comme nous sommes toujours dans nos premiers pas, on parle vraiment de résultats préliminaires. Donc, les résultats préliminaires dans deux domaines, un qui a rapport avec les champs de savoir et un autre qui a rapport avec les récits. Pour les champs de savoir, donc, nous avons débuté cette mise en schéma, cette cartographie, et une chose qui nous... comment je pourrais dire? Une chose qui nous marque, c'est la façon dont ces champs de savoir sont traversés de façon identique ou presque identique par un certain nombre de discours. Donc, un premier discours qui est un discours biomédical, donc la foi dans la médecine moderne pour faire avancer la lutte, la guerre au cancer. Un deuxième discours, c'est le discours du risque, où on incite les personnes à s'auto-surveiller, à calculer leurs propres risques et à gérer leurs risques. Un discours de l'auto-santé, où là, il y a une rhétorique de la responsabilité individuelle en matière de santé, qui voit les patientes comme étant des consommatrices autonomes qui seraient supposément habilitées à gérer des savoirs biomédicaux plutôt complexes. Le discours néolibéral, qui méprend l'agentivité pour la consommation de produits et services de toutes sortes en matière de santé. Des discours d'inclusion des minorités sexuelles. Au Canada, on voit déjà un début, donc c'est pas mauvais, sauf que cette inclusion se fait en prenant les catégories fixes de l'identité sexuelle comme fondement pour des stratégies, soit de recherche, soit de promotion de la santé. Donc, il y a un côté moins intéressant à ça, c'est que ça mène à, entre autres, des discours comme celui de la santé des lesbiennes, où là, on place l'accent sur les facteurs de risque de la supposée lesbienne, entre guillemets, la lesbienne typique, universelle. Donc, le plus haut indice de masse corporelle, la plus grande consommation d'alcool, moins grand nombre de grossesses, donc tous les facteurs qui sont associés à des niveaux plus élevés du cancer du sein. Il y a donc une espèce de réification des lesbiennes et donc on part de ces identités fixes et des stéréotypes qui leur sont associés pour parler des risques, entre autres pour le cancer des ovaires, mais aussi pour le cancer du sein. Enfin, il y a un discours dominant qui est partout dans les champs de savoir. C'est celui sur le cancer comme tel, qui est un discours très populaire compte tenu, entre autres, de l'industrie du ruban rose. On va vous envoyer la représentation à la gauche de l'écran. Et c'est un discours donc, qui nous parle de dépistage plutôt que de prévention. Donc, merci à Axel et à Donna de parler justement de la vraie prévention et non pas de la prévention secondaire qui est le dépistage. Qui aussi est axé sur les récits héroïques de survie et des récits de reconstruction de la normalité dont nous a parlé Cinzia. Très rapidement, les récits phénoménologiques, donc deuxième domaine dans lequel nous travaillons toujours pour les résultats. Donc, encore une fois, c'est un peu schématique pour l'instant parce qu'on est encore à faire l'étude. À gauche de l'écran, vous avez ce qu'on retrouve dans les champs de savoir. Donc, je les ai mis là simplement pour mieux contraster avec ce que nous avons trouvé dans les récits phénoménologiques des participantes et participants. Donc, les récits à saveur biomédicale sont il y a un... Excusez-moi, là, je suis passée du Mac à ici, mais ça devrait dire récits à saveur biomédicale dans une chaîne de récits sur la guérison du cancer, alors que de l'autre côté, il y a les récits phénoménologiques qui permettent la guérison du cancer, encore une fois, mauvais jeu de mots.
Donc, à gauche, on en a parlé tout à l'heure avec Cynthia, entre autres, parce qu'on parle de récits néolibéraux où c'est l'autosanté, des récits de normalité en termes de sexe, de genre, de sexualité, des récits de cancer sur la reconstruction et la reproduction du normal, et les récits empreints d'espoir des survivantes. Donc, en contraste, ce que les participantes nous ont offert dans leurs récits, ce sont plutôt des récits d'agentivité et de réflexivité, donc de retour critique sur ce qu'elles ont vécu, des récits qui troublent les normes, où on trouble les normes de sexe, et où on trouble les normes de genre, où on trouble des normes d'orientation sexuelle ou de sexualité, des récits d'errance, mais aussi d'aisance dans les marges, donc aucun désir de joindre le normal, de reproduire le normal, et aussi des récits des corps et des subjectivités en ruine, donc qui contrastent un peu avec le cheery pink ribbon, les rubans roses et la joie, les ballons et tout qu'on entend souvent quand on parle de la lutte au cancer du sein. Donc des récits émotifs de honte, d'humiliation, de douleur, de chagrin. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, 5 minutes. Donc, je vais débuter par dire simplement que dans les récits, nous avons entendu des récits qui sont fort variés et qui, je pense, sont le reflet des personnes qui appartiennent aux minorités sexuelles qui ont des univers extrêmement différents, qui vivent leur sexualité, leur genre, leur sexe de façon aussi très différente. Donc, je voulais contraster, je ne sais pas si j'aurai la chance de contraster, mais je vais commencer donc par, si ça fonctionne, par un petit vidéo qui dure à peu près 3 minutes, où il y a Mary et Chase. Et la vidéo est en anglais, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont besoin de leurs écouteurs, mais ce sera une vidéo en anglais sur donc des entrevues. Je dois dire que toutes nos entrevues ont été sur vidéo. It's not like anything prepares you for that moment. It was like the worst 30 seconds I can imagine being awake for. You have breast cancer. It happened and I started to cry and then I asked them to leave the room. I don't know what to say. I don't even know anything about what it is that I'm dealing with. Then they came back and they brought me this maxi pad that was the size of a child's diaper. That I looked at and I thought, that's hilarious because I'm wearing baggy boxers and like I can't even put that in my pants. I get the biopsy report and I'm stunned. It was deemed not to be cancer or pre-cancer. I have what's known as grade 3 chematocarcinoma. It was unknown as to why the lining of my uterus was so thick. It's a particular shape of cancer cell, chematocarcinoma, which is strongly linked with recurrence and with mortality. And so it was advised that we take things out expediently. I have an appointment to go and see the oncology surgeon. And then it was advised that I go and have an internal ultrasound. From the moment that you have a diagnosis of breast cancer, you are making decisions about mastectomy. Which required that I go to a women's diagnostic clinic in a building downtown. I know that they're going to have this whole kind of either save the breast or reproduce the breast kind of emphasis, and that's just not going to be my issue. It was me and a bunch of pregnant women in a waiting room that was purple and talking all about mammograms and there was baby paraphernalia everywhere. I've already decided I'm going to have a bilateral mastectomy. I engaged the surgeon in a conversation about the fact that I had to fill out all these forms that said Ms. blank. And it was in some significant way about improving my odds. But it was also because I was already making a story for myself. I said, it wouldn't be that hard to change the forms. I was already imagining how incredibly cool
how really amazing my profile would be in a men's shirt. And she asked me what to do about changing the forms, and I said, just remove the salutation, just remove the title. I'm already in both places. I am already really enjoying the fact that I'm going to be doing something in terms of my body that I'm going to be able to get a lot of pleasure out of. And I have breast cancer. She came over and touched my arm and said, what are you? Are you a transgender? Oh, and then she says, like an afterthought at the end of all this, and what about reconstruction? To which I said, yes, I identify as trans. Donc, c'est très court, mais ça vous donne quand même un peu une idée du genre de récit donc, que nous avons entendu. Les récits, encore une fois, sont très contrastés. Je pense que je n'ai plus beaucoup de temps. J'avais un autre récit de Claire que je ne vous lirai pas, mais simplement pour vous dire que Claire a 68 ans, qui est professeure à la retraite, qui est encore pas tout à fait sortie du placard. Donc, son récit qui est un récit plutôt de honte, d'humiliation et de solitude parce qu'elle n'a jamais pu parler de son homosexualité ou le fait qu'elle soit lesbienne. Donc, on a rencontré vraiment des gens de toutes sortes d'univers qui nous ont apporté des récits, je pense qu'ils sont importants. Dans nos prochaines étapes, donc, nous devons finaliser les analyses, c'est-à-dire notre schématisation des savoirs et aussi notre analyse qualitative post-structuraliste des récits qu'on nous a fait. L'idée aussi de ce projet, qui est un projet de recherche-action qui est fondé dans la communauté, qui inclut des arts, entre autres les arts numériques. Notre projet inclut la production de récits numérisés, donc un certain nombre de participantes et participants ont accepté de participer à des ateliers de production de récits numérisés. Donc, nous en sommes à les fabriquer. Nous en avons peut-être fabriqué une dizaine jusqu'à date. Et ce sont des vidéoclips qui durent environ entre 3 et 5 minutes et qui sont faits par les participantes qui comptent des portions de leur expérience avec le cancer et les liens avec leur sexe, leur genre, leur sexualité. Ensuite, nous voulons partager donc l'entièreté de nos données, c'est-à-dire les vidéos, parce que tous les 91 entretiens qui ont été réalisés sont sous support vidéo, donc les partager. Donc, ils sont disponibles ou seront bientôt disponibles au Centre d'histoire orale et de récits numérisés de l'Université Concordia où je suis. Et partager aussi les récits numérisés, donc ces vidéoclips qui seront faits et dont certains apparaissent déjà sur notre site web. Et en bout de ligne, ce qu'on veut faire, c'est une recherche qui est en partenariat avec tous les grands centres oncologiques au Canada. Et nous serons appelés donc à faire de la formation des professionnels de la santé, à l'aide surtout des vidéoclips qui auront été réalisés par nos participantes, à l'aide de certaines participantes aussi qui veulent venir avec nous en tournée, de façon donc à mieux conscientiser les professionnels de la santé à certaines des problématiques, de voir aussi une diversité de personnes, de comprendre peut-être les questions dont Jinsei a mentionné d'esthétisation, de toute la question de la reconstruction, de toutes nos participantes, aucune à date n'a voulu faire la reconstruction, ça donne un peu une idée. Et aussi partager nos résultats dans les milieux LGBTQ et les autres milieux du cancer. Je vous remercie.